Est-ce que vous croyez qu'il peut exister une critique qui soit juste, par exemple? Même personnel, et les critiques, justement, moi je comprends très bien ça, sont toujours personnelles en général. Je veux dire, quand ils pensent du mal de quelque chose, ils cherchent à faire du mal à la... Parce que quand on est critique, c'est un mouvement d'humeur, comme ça, le lendemain c'est passé, on pense autre chose. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast d'Hétérotopie. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de nos rédacteurs favoris. Nicolas, bonjour. Bonjour. Anthony. Bonjour. César. Bonjour. Et moi-même Jean-Baptiste. Aujourd'hui, on va parler du dernier film de Clint Eastwood, le 15h17 pour Paris, sorti le 7 février dernier. On y retrouvera au casting Anthony Sadler, Alex Scarlato, Spencer Stone. On en parlera un tout petit peu plus tard d'ailleurs de ce casting. On va commencer par un avis général déjà sur ce film par notre rédaction. Alors Anthony, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? C'est un film passionnant, contrairement à ce que toute la presse a décidé de dire visiblement, et même, le film a une réception assez catastrophique. En même temps, ça peut s'entendre puisqu'en fait c'est un peu le film le plus retorse et étrange de Clint Eastwood. Je pense que c'est en fait son premier film moderne. Ce qui peut paraître étrange pour un cinéaste néo-post-classique comme Clint Eastwood. Moderne, alors on va le détailler, mais notamment dans cette façon très bizarre qu'il a en fait d'alterner des régimes d'images et pas seulement ce qu'on voit à la fin, donc le régime de l'archive avec le discours de François Hollande et l'image de cinéma, c'est qu'on a carrément une stratification avec les premières séquences où en fait on comprend que il y a le fait objectif qui est filmé, c'est-à-dire avec le début du film, donc l'arrivée du terroriste, et en même temps le parcours des personnages qui est raconté de leur point de vue à eux. Donc déjà ça crée une stratification et qui est encore plus complexifiée avec les images d'archives. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais vu chez Clint Eastwood, même si c'est aussi un film qui questionne la question, enfin c'est un film qui questionne l'Amérique, qui questionne l'héroïsme, etc. Donc qui s'inscrit dans la continuité American Sniper, Solid et ces derniers films, mais qui le fait de façon totalement inédite et presque sur un mode disons déceptif, enfin volontairement déceptif. Il y a eu, on n'a jamais vu un film aussi épuré, aussi presque mal aimable dans sa photographie. Enfin, il y a vraiment quelque chose de l'objet purement moderne et qui a presque décidé d'éluder la question du spectacle pour se concentrer sur un objet purement théorique. César. Je vais rejoindre Anthony. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, alors que j'étais pas fan forcément des derniers films de Clint Eastwood, mais je crois que ce film va me faire un petit peu ouvrir les yeux. J'avais déjà beaucoup aimé Sully, mais par exemple American Sniper, j'avais été très réticent du point de vue éthique, et puis je me suis rendu compte en fait que ce que fait Clint Eastwood, c'est pas seulement un discours patriotique, et que c'est bien plus profond et qu'il y a quelque chose de presque ontologique par rapport à ces acteurs et par rapport à l'histoire de ces personnes. Et je pense que c'est quelqu'un qui vraiment essaye vraiment de raconter ce que l'humain peut avoir de plus extraordinaire, de plus héroïque. Et notamment, je crois que c'est ce film qui me fait un peu ouvrir les yeux, parce que il est très ouvert, il est moderne, et il y a des séquences comme ça où on est un peu très étonné de tomber face à des images qui n'ont pas un sens comme ça ordonné, c'est au spectateur de se le reformuler, pour essayer petit à petit d'y trouver un sens, et c'est en ce sens que j'ai trouvé ce film très bon. Et Nicolas ? Alors, le Clint Eastwood, question compliquée. Je donnerai mon avis à la fin. Je vais juste laisser dérouler un peu. Par rapport à la réception sur toute l'idée du discours communitariste et patriotique, j'ai jamais entendu des choses aussi bêtes. Du coup, j'ai pas envie du tout de rentrer dans la boue. Mais je vais
prendre une autre passerelle pour expliquer la complexité en fait de Clint Eastwood. Dans toute la première séquence, la séquence teen avec les personnages qui sont enfants, avant que les personnages réels, c'est marrant de dire ça, mais les personnages réels du film apparaissent. Il y a une forte critique qui aura échappé à personne de la religion, ou en tout cas des institutions religieuses. Pourtant, le film est construit comme un film sur le destin, un film protestant. C'est-à-dire que tout en amène à un point précis, qui est la scène centrale du Thalys, bien évidemment. Et pour le coup, c'est vraiment un film dans sa construction, dans sa dialectique, dans la manière dont il avance en permanence. Chaque élément nous est montré pour qui montre à quel moment leur destin a choisi de les emmener dans ce train du Thalys. Et par rapport à ça, c'est quand même tout le questionnement de Clint Eastwood depuis des années. Alors ça peut être sur l'armée, ça peut être les questions éthiques, franchement, balançons les 2 minutes, c'est n'importe quoi. Juste un moment, remettons un peu de complexité dans le débat et essayons de rentrer dans le film. Le fait que ce soit, comme vous l'avez dit, son premier film moderne m'a pas particulièrement dérangé, comme ça m'a pas particulièrement transcendé. Je vous avoue que c'est un film que j'ai oublié très rapidement. Il m'est pas resté dans la tête. J'ai eu le malheur de voir le Paul Thomas juste après, donc voilà. mais c'est vrai que par contre, on est très loin du film nauséabond qu'on nous vend, et le film est quand même d'un haut niveau, et surtout au niveau à une ambition formelle qu'on ne peut que saluer. Alors justement, on va se rapprocher un petit peu plus du film cette fois-ci, en posant cette première question quand même qu'on va se poser. César va commencer d'ailleurs. La question du problème d'éthique, un peu dans l'idée du film. Est-ce que tu pourrais en développer davantage dessus ? C'est un peu compliqué. Enfin, en tout cas, moi, le film m'a posé aucun problème éthique. Et c'est vrai que bon, j'y allais un petit peu à reculons, hein, déjà parce que je vous ai dit, hein, j'étais pas forcément un fan de Clint Eastwood. Et je m'étais dit, est-ce qu'il y aurait complaisance dans l'idée de faire rejouer ces acteurs, dans l'idée de matraquer un terroriste, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas justement une complaisance dans cette violence de tuer un petit peu l'arabe qui semble être un peu un des l'ennemi. Oui. Oui, non, mais c'est pour dire que vraiment l'image de l'arabe aux États-Unis, c'est quand même quelque chose un petit peu, enfin, dans l'Amérique réactionnaire. Et au final, j'ai été assez rassuré puisque finalement, le terroriste, il est, enfin voilà, on ne sait quasiment rien de lui, mais je pense que c'est finalement juste une figure. C'est une figure du mal en fait, mais c'est pas du tout dans son rapport, je sais pas moi, à ses origines ou quoi au caisse. On le montre vraiment comme un espèce de, on sait même pas s'il est humain et tout. Je pense que le film ne joue pas du tout un rapport réaliste à ce moment-là. Anthony ? Je ferai le lien avec Zero Dark Thirty. En fait, je pense que c'est 2 films qui sont profondément apolitiques, dans le sens où en fait ils essayent de retirer toute la substance de positionnement que peut imposer un tel sujet. On se souvient dans Zero Dark Thirty, Ben Laden, c'est une pure figure d'altérité, mais au sens mythologique, et absolument pas. On voit que dans le 15h17 pour Paris, la question, enfin le fait que le personnage soit un djihadiste, un musulman, etc., n'a absolument aucune importance, et en fait est presque éludé du film, mais parce que c'est pas son sujet en fait. Et il est montré, c'est ce que je disais au début du film, la première séquence, c'est quand même, on montre un homme, donc qui s'avère être le terroriste, qui arrive à la gare pour prendre le train. Et ensuite, on a cette séquence où les 3 personnages disent, en voix off, on va vous raconter comment ça s'est passé. Donc à partir de ce moment-là, il se crée une différenciation entre ce qui devrait être l'événement objectif, donc l'arrivée du terroriste dans la gare, vu qu'il l'a effectivement fait, et l'histoire de ces jeunes qui est vue d'un point de vue purement subjectif, qui est le leur. Et en fait, ce mouvement-là fait que la
question du terroriste, ce n'est, enfin, disons, ce qui a amené cet homme à prendre les armes, à s'engager pour l'État islamique, etc., n'est absolument pas abordé, parce que voilà, ce n'est pas le sujet d'Eastwood, c'est pas ce qui l'intéresse, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que ce que connaît Eastwood, c'est ces hommes blancs, américains, chrétiens, et qui par ailleurs ont un goût pour et on le voit dès qu'ils sont enfants, un goût pour la guerre, mais comme un jeu au final. Et en ce sens-là, je pense que Eastwood ne fait pas du tout d'erreur politique. En fait, il filme vraiment à hauteur de ses personnages et prend vraiment la bonne décision. Oui, Nicolas. C'est marrant parce que le point de vue, moi de ce que j'ai lu, mais j'ai vraiment pas lu toutes les critiques parce que il y en avait qui étaient assez laborieuses à lire. De ce que j'ai lu personnellement, c'était le rapport à l'armée, l'endoctrinement, etc., qui avait été dénoncé, le fait que l'armée soit quelque chose de merveilleux qui pousse et tout. Pour le coup, de ce que j'en dirais, c'est qu'il y a peut-être un certain mépris quand même dans le fait de dénoncer ça, dans le fait de dire bon bah voilà, le rêve de ces jeunes gens c'est l'armée, du coup c'est pas bien, on montre l'armée comme une espèce de paradis pour eux, etc. Ce qui est pas du tout le cas. En plus, l'armée c'est un terreau de frustration, c'est pas quelque chose de mal non plus, mais c'est vrai que c'est aller vraiment montrer comme un terreau de frustration. On sent que c'est pas un terrain spécialement où ils s'épanouissent. En fait, ils apprennent 2-3 choses sur comment aider quelqu'un qui est, enfin il y a Spencer qui essaye de sauver un mannequin, mais il se rend compte qu'en fait il est déjà, enfin ils apprennent des choses qu'il a tué lui-même. Donc enfin il y a des choses comme ça on n'est pas du tout dans une exaltation, et pour rebondir sur ce que disait César sur American Sniper, à aucun moment en fait il y a une exaltation. C'est que du patriotisme ou du militarisme, ce que montrait très bien American Sniper, c'était que une des constructions de cette Amérique va-t-en-guerre et de son besoin absolu de conquérir sans cesse des territoires, et qu'en fait cette idéologie était mortifère et ne produisait que de la mort et de la destruction. Oui, et puis pour continuer là-dessus, je trouve que ce qui est intéressant aussi, je pense que peut-être beaucoup ont eu le réflexe de voir quand les enfants ont sorti leurs armes airsoft et qui jouaient, tout ça, peut-être il y a tout de suite alors que bon, hein, moi j'ai des amis qui jouent à ça et c'est pas des militaires français. Et juste pour dire que justement que je trouve que le rapport à l'arme, il est complètement différent d'une idée un peu républicaine du droit à l'arme, tout ça, puisque le film il raconte comment ces enfants vont apprendre à. Tu disais tout à l'heure que les enfants, ils jouaient à la guerre, que la guerre ce n'était qu'un jeu. Et justement, ils vont apprendre à déjouer en fait, à arrêter de jouer, et ça passe par le désarmement, par le fait de petit à petit pendant le film, les armes vont n'être que des choses qui sont pas inutiles, mais qui ne servent plus à grand chose. On n'entendra qu'un seul coup de feu dans tout le film, c'est le coup de feu du pistolet du terroriste. Et puis il y a la mitraillette du terroriste qui s'enraye. Sinon on voit aussi une mitraillette qui ne sert à rien de Halleck lorsqu'il est en Afghanistan. Et sinon il y a ce moment aussi où Spencer, lorsqu'il y a une alarme pendant un cours militaire et qu'il a peur qu'il y ait quelqu'un qui arrive par une porte, il arme un stylo. Enfin tout ça pour dire que voilà, ils apprennent à aider, je dirais, la nation ou l'humain, tout simplement, sans passer par l'arme. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils vont faire, ils vont désarmer le terroriste, et ils vont absolument pas utiliser le pistolet pour l'assassiner. Oui, Anthony. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, ça remet dans l'espace purement en fait de réminiscence que crée le film, qui est l'espace de ces garçons. C'est la question du signe. C'est qu'en fait, ça me fait penser au film de Shyamalan, et d'ailleurs, la façon dont il déjoue le terroriste à 3 fait penser en fait comment dans Signe, l'alien est mis à bas en fait par
une concordance de tous les personnages de la famille. Donc il y a vraiment cette idée que le monde tel qu'il est interprété dans leur réminiscence est un monde de signes qui est à décrypter. Et comme tu dis, tous ces éléments, en fait, et c'est d'ailleurs intéressant que le film ne soit qu'en fait une espèce de succession d'échecs et de pas de côté qui font qu'au final l'événement peut être déjoué. Donc toute cette logique, en fait, c'est de créer en gros au-delà de l'événement qui est réel, un espace fictionnel qui est un pur espace de signes et un espace de sens, et que dans cet espace de sens, littéralement, on crée du cinéma au final. On crée cette idée que voilà, t'as fait un joli jeu de mots sur le jouer, déjouer, et aussi le film c'est rejouer, donc créer une fiction à partir d'un événement. Donc il y a tous ces éléments qui créent vraiment un espèce de réseau hyper complexe et qui va bien au-delà du film indigent qu'on la presse nous a vendu. Oui, et puis pour continuer aussi, enfin juste pour revenir sur cette jeunesse, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une jeunesse qui est, comme on l'a souvent montré par exemple dans Elephant, qui existe, une jeunesse qui se complaît dans la virtualité des jeux vidéo de guerre. C'est une jeunesse qui est vraiment emprunt à quelque chose de beaucoup plus rapport au corps et tout. Il y a un moment où la mère de Spencer dit que quand il était petit, il voulait entrer dans la télé, mais c'est en ce sens qu'il voulait pas entrer dans la télé pour se complaire dans la violence complète de la guerre, mais pour y voir, pour y être en fait carrément. Et je pense que ça raconte aussi de ce que veut faire Clint Eastwood. D'ailleurs, oui, j'ai lu qu'il avait été moqué que dans une séquence, il y a le poster de Full Metal Jacket Oui. et de Lettre d'Iwo Jima dans la chambre du gamin. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que c'est deux films qui sont des satires Exactement. le premier est une satire de la guerre, et le deuxième est sur l'humanisme qu'on peut apporter sur le camp adverse, etc. Donc, vraiment des films anti-militaristes au possible. Donc, voilà, tous ces éléments. Alors, c'est mis comme une espèce de private joke pour Eastwood dans le plan comme ça, mais ça, là encore, ça participe au réseau de sens du film au final. On va donc pouvoir enchaîner sur une deuxième question aussi qu'on pourrait traiter pour ce film qui relaterait, on va dire, autour de la notion du réel au sein même de ce film. Est-ce que, par exemple, César, est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus ? Oui, effectivement, je pense que c'est qu'on peut y répondre grâce à cette dernière séquence et peut-être plus largement avec la fin des films de Clint Eastwood, en tout cas les 3 derniers. Moi, je connais moins Clint Eastwood que Anthony, donc il pourrait m'éclairer sur les derniers Clint Eastwood. Mais c'est vrai qu'il y a, même de manière plus générale, dans les films biopiques ou inspirés de faits réels, toujours un retour au réel avant le générique. Ça se fait soit par des images d'archives, soit par un carton expliquant ce qu'est devenu l'individu en question. Sur la mort de Chris Kyle, par exemple, dans American Sniper, Ouais. avant qu'il y ait les images d'archives. Voilà, exactement. Et c'est un réflexe de biopic qui peut être parfois assez agaçant. Et là, justement, je pense que Eastwood, il nous montre ici dans cette séquence qui n'est plus vraiment une séquence de pré-générique, c'est une séquence qui incorpore complètement le film, que le rapport au réel, à l'événement réel est filmé dans le présent de l'événement, est bien plus complexe qu'un simple retour au réel. Et je pense en fait que ça raconte de la pulsion un peu de Eastwood, c'est-à-dire que quand il est face à ces événements et qu'il veut faire ce film-là, pourquoi il a envie de faire ce film. Je termine juste parce que c'est une idée un peu longue à expliquer, mais je vais être très court. Je vais partir de l'idée que je disais tout à l'heure lorsque la mère de Spencer expliquait à son fils que quand il était petit, il voulait rentrer dans la télé. Et je pense que quand Eastwood est face à sa télé, je pense qu'il est face à des images plates, à des images pixelisées, et que finalement il va fictionnaliser ces événements, et ici encore plus, il va fictionnaliser les corps qu'il a vus dans la télé ou sur un écran d'ordinateur,
pour justement comment approcher la profondeur des corps, approcher plus simplement l'humanité de ce qu'il y a qui est très peu percevable lorsqu'on est face à un écran qui aplatit tout. Nicolas. Oui, moi je vais me servir de ton terme, du réel, je vais transformer ça en réalité, et je vais me servir aussi de ce que tu as dit, Anthony, sur le fait qu'on soit en fait dans un souvenir complet. Oui. Et ça c'est très intéressant, et je vais juste faire une petite précision sur ce qui m'est apparu moi au filmage, c'est-à-dire que le réel, mais réel prosaïque, donc tout ce qui n'est pas dans le souvenir, est un monde en mouvement, mais très rapide, très dense, c'est-à-dire que son arrivée, il y a un mouvement de caméra. Le Thalys est un train qui va très vite et il y a plusieurs plans sur le train qui avance comme ça à une vitesse hallucinante. Alors que le reste est souvent filmé en deux plans fixes. Et c'est vrai que il y a une vraie différence. Et dans le sens, on parlait des titres tout à l'heure, je veux pas revenir là-dessus, mais même dans le sens, il y a une vraie différence entre ce qui est au rapport au souvenir, donc déjà des fantômes en fait, et ce qui est rapport à la pure réalité. La scène du combat avec le terroriste, c'est une scène en mouvement également, comme la scène finale. Et là, c'est encore pire, c'est un mouvement encore plus abstrait, c'est un mouvement entre des régimes d'images, entre deux temps différents. Donc il y a vraiment une dialectique super intéressante entre tout ce qui fait partie du souvenir et tout ce qui revient au direct, revient au réel, et même cette séquence finale avec François Hollande qui mêle les deux. Et c'est vrai que pour le coup, le film, enfin théoriquement, sur ce sujet-là, est assez aberrant. J'ai trouvé ça assez incroyable. Voilà. On pourrait revenir d'ailleurs un peu plus en détail sur une notion, enfin quelque chose que tu as abordé, César, tout à l'heure, qui est de l'ordre de la profondeur des corps, le rapport au corps justement créé par Eastwood dans ce film, justement. Et ben justement, on parlait de cette dernière séquence, enfin on en parle beaucoup, hein, c'est pas pour dire qu'elle surplombe le film, hein, mais c'est que je crois qu'elle est vraiment, elle raconte un petit peu, c'est une séquence matricielle du film. Et justement, je crois que ça va découler de ce que je disais sur l'écran télévisuel, sur l'écran numérique. C'est que ce qui est intéressant dans cette séquence où il mêle donc la captation de l'Élysée et la reconstitution que Eastwood fait lui-même. D'un côté, on a un régime d'image où la caméra est quasi fixe en longue focale, ce qui aplatit complètement les figures corporelles de François Hollande. Et du coup, étonnamment, la captation qui est censée être au plus près d'un réel, oui, du réel et du présent, il se trouve que pour Eastwood, à mon avis, elle ne raconte pas le réel qu'il a envie. Et c'est pour ça qu'il va passer par une caméra très fluide, en grand angle, à peu près, pas en grand angle, mais un angle plus ouvert, qui va permettre justement de voir la profondeur des corps, le relief des corps, et d'approcher justement cette humanité qui n'est plus aplatie. Et je pense que je finis là-dessus, ça découle sur tout le film, hein. C'est par exemple Spencer qui est au début un jeune enfant qui est en surpoids et qui va finir par sculpter son corps, et quand il bondit dans le Thalys, Eastwood filme ce corps qui bande ses muscles. Et je pense qu'il y a vraiment une réalité corporelle que Eastwood veut filmer. Oui, Anthony. C'est intéressant, enfin, l'idée qu'en fait les personnages sont à la recherche de la profondeur, et que en fait la dernière séquence elle est vertigineuse parce qu'en fait elle force l'artificialité de ce qui la colle à l'image d'archive, puisqu'en fait la doublure de François Hollande, oui. On dirait qu'il fait tout pour que ça ne ressemble pas à François Hollande. Donc affirmer la séquence comme un pur simulacre, et en même temps elle dit la vérité de ce que sont devenus les personnages, c'est-à-dire des figures avec une profondeur, donc des figures pleines. Alors qu'on voit dans toute cette séquence du voyage en Europe qui a fait hurler un peu tout le monde. En fait, il y a quelque chose d'hyper intéressant sur les selfies, puisqu'en fait, c'est des personnages qui, à un moment, Spencer veut se faire prendre en photo en selfie lorsqu'il est au bord d'un bateau, et en fait, il dit « je suis trop sombre ». Donc en fait, comme si il était déjà, et c'est là qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on a, à partir du moment où ils sont en Europe, une espèce le régime du souvenir et le régime de l'événement sont en train de rentrer en contact
puisqu'en fait, au moment où ils sont en gros à Venise, Amsterdam, etc., ils sont déjà en fait les prémices en fait de ce qui va être l'attentat du Thalys. Donc au final, tout ça n'est qu'une voilà une fuite en avant, et en même temps, on est dans ce qu'il y a de plus prosaïque et de plus voilà de célébration de leur amitié, qui est voilà un voyage en Europe. Donc en fait, la rencontre des deux régimes d'images, faut qu'en fait les personnages se rendent compte par cette espèce d'astuce qu'a Eastwood avec les selfies, en fait, qui sont qui sont des images, en fait, et qui sont des images qui vont par cet événement devenir tout à coup comme on disait, des légendes, donc des figures pleines, des figures qui vont rentrer dans l'histoire. Et ça, c'est ce qui passionne Eastwood. Nicolas. Moi, j'aimerais juste poser une question. Je ne sais pas si j'aurai une réponse, mais il y a plusieurs éléments qui s'entrechoquent dans ce film. Il y a la question du souvenir, donc le fait que tout soit un grand souvenir. La question du réel, effectivement, tu parlais de ces espèces de synthèse finale c'est très juste. Mais il y a aussi la question du rêve. Et c'est vrai que le rêve s'inscrit lui-même dans un souvenir. Donc, par rapport, on parlait de la profondeur des personnages, à la fin, des personnages vraiment profonds, par le fait qu'on ait vu leurs souvenirs. Mais du coup, quelle place s'accorder à leur rêve? Est-ce que leur rêve d'être militaire, c'est pas juste un simulacre subjectif qui a été créé par l'histoire? Moi, c'est ça la question que j'aimerais poser. Moi, je pense qu'en fait, et c'est ce qui faisait un peu Est-ce que le rêve est réel? Voilà. Est-ce que le film dit que le rêve est réel? Dans American Sniper, c'était un personnage qui, en fait, dès son enfance, était investi par le mythe américain, qui était en fait un mythe colonisateur, violent, qui allait l'amener à tirer dans la tête d'un enfant. Enfin, toutes ces choses-là faisaient qu'en fait, c'était un personnage qui était investi d'un mythe qui est extrêmement puissant, enfin on le sait, qui est structurant pour les États-Unis, et qui tout à coup était mis face à la violence et à la contradiction en fait de cette mythologie. Donc en fait on se rend compte que Eastwood il ne pose jamais de regard vraiment direct sur cette question en fait du rêve de cet Américain qui veut devenir militaire. On a l'impression qu'en fait il est investi par comme il le dit, comme son père lui dit, toi tu seras dans la vie, il y a les loups et les brebis, toi tu seras un chien de berger. Donc en fait il est déjà investi par cette idée qu'il va être le personnage qui va protéger la communauté. Ces personnages-là, en fait, on a l'impression que ce qui les fait se mouvoir, ce qui les fait vivre, c'est en fait la trajectoire qu'ils ont en parallèle, c'est en fait leur amitié qui structure tout. Et là, je pense qu'en fait, c'est là que le regard d'Eastwood, en fait, il dévie un peu. C'est que plutôt que de montrer un regard qui serait amer sur voilà leur désir d'être des militaires, il pose en fait le même regard que Billy Lynn, c'est-à-dire le regard de la camaraderie, de l'entraide, et que en fait cette question on a l'impression que cette question de l'exaltation militaire, elle est presque tournée en ridicule, puisque on se souvient de ce discours horrible qui est dans la bande-annonce, qui est en fait tourné en ridicule vu qu'il se fait pendant une séquence où Spencer perd du poids. Donc où en fait ce discours d'exaltation, il est juste au service d'un homme qui veut en fait perdre son poids, parce qu'on lui dit bon, t'es un peu en chair, il faut que tu perdes du poids. Oui, Nicolas. Et du coup, tu parlais de ce rêve, donc tu me réponds en gros que le rêve n'existe pas en fait chez Eastwood, que cette idée, effectivement, je suis assez d'accord, mais je ferai une grosse différence avec Billy Lynn, et je pense qu'elle est super importante, c'est que les personnages, même s'il y a une espèce d'allégresse générale chez ces personnages, c'est-à-dire qu'ils sont jamais si mélancoliques que ça, ils sont jamais parfois il leur arrive des coups durs, mais c'est vrai que c'est toujours de l'ordre j'ai pas eu staff quoi, en gros c'est ça. Et par contre il y a quelque chose d'assez frappant, c'est qu'aucun espace leur appartient. Jamais. Ils n'ont jamais aucun espace à eux. Les écoles les refusent, plusieurs. Ensuite, à la guerre en Afghanistan, là où dans Billy Lynn, ils se complaisent complètement, là, ils s'ennuient à mourir. Pareil pour l'école militaire, jusqu'à cette arrivée dans Stalis, où ils sont quand même en vacances et il leur arrive. Et du coup, il y a l'impression que tous ces espaces, ils sont virés de ces espaces, ou alors ils n'ont pas la place principale. Ou alors en fait, c'est des personnages qui sont en mouvement. Là encore, gros mouvement théorique, c'est que c'est des personnages qui sont dans un souvenir et qui au final en fait sont
des fantômes à l'intérieur même du souvenir, donc qui n'ont pas d'accroche, qui sont en fait eux-mêmes des traces d'un passé qui est en fait fictionnalisé. Un souvenir et une trace. Voilà, donc ils sont littéralement on voit sans cesse en transition, on voit le personnage, le plan où ils sont introduits, ils sont dans une voiture en mouvement, la fin, ils sont sur un char où ils sont revenus dans leur ville natale. Enfin, c'est toujours des personnages qui bougent toujours, enfin qui sont jamais fixés à un endroit et qui sont dans une espèce de fuite en avant perpétuelle. On va donc s'arrêter là pour ce podcast sur le dernier film de Clint Eastwood. C'était le 15h17 pour Paris. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. On espère que ça vous aura plu. Merci à Nicolas, Anthony et César d'être présents aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir sur notre page Facebook les critiques qui sont postées par nos rédacteurs régulièrement. On a aussi notre site internet hétérotopie.net ainsi que notre chaîne YouTube où on met à l'intérieur donc, tous nos podcasts que vous pourrez consulter librement. Merci à vous et je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt.